Jean Béliard-Lucien, bienvenue à Interférence, notre 5e sortie pour cette semaine. Interférence est une émission d'analyse politique de l'actualité locale, nationale et internationale. Interférence est présentée par Georges Kakou, Prince Getchens, Idrissa Silla, Abdoulaye Ndao et votre serviteur Jean Béliard-Lucien. Interférence, c'est la grande messe politique et ce soir, nous avons rendez-vous avec vous. Et j'espère que cette émission vous plaira. D'abord, les grands titres nous aurons abordé ce soir. Les élections américaines, Sanders corrige les cahiers de Clinton dans le New Hampshire. Trump remporte les primaires de New Hampshire pour les républicains. Kasich et Bush rebondissent. Christie et Fiorina rendent leur tablier. Le spectre d'une récession mondiale plane au-dessus des élections américaines. Comment expliquer les soubresauts de la bourse? Se dirige-t-on vers une trêve en Syrie? D'où vient ce catalyseur américain, iranien ou russe? L'état d'urgence économique au Venezuela, la mémoire de Thomas Sankara, bien vivante à travers le Faso d'Anfani, un regard sur l'économie endogène en Afrique. Haïti à la recherche d'un président. Ce sont ces titres-là qui seront développés à Interférence. Sur le bateau avec moi ce soir, l'idéologue de l'APR, Abdoulaye Ndao. Georges Kakou n'est pas présent avec nous. Et malheureusement, ce soir, nous n'allons pas avoir le professeur Lecomte pour faire le point sur l'actualité politique américaine. Mais nous sommes ici, prêts et dispos pour assurer la messe comme d'habitude. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Jean et bonsoir à nos amis auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je dis bonsoir aussi au professeur Lecomte qui nous a gratifié d'une analyse excellente la semaine passée. Bonsoir à Georges qui n'est pas présent au studio mais qui certainement nous écoute. Mais encore une fois, je réitère ce salut à l'autre professeur, Koulibaly, qui certainement est en train de terminer son globe-trotteur. Il est parti de la France pour faire le tour du monde, certainement. Et donc, s'il nous écoute, professeur Koulibaly, bonsoir. Ok Abdoulaye, nous allons partir ce soir. Nous avons beaucoup de titres à aborder, peut-être d'autres. Nous allons commencer avec les élections américaines, le New Hampshire. C'était prévu, c'est le territoire de M. Sanders. Et tous les sondages lui donnaient une avance considérable sur Hillary Clinton. Et cette avance a été confirmée avec beaucoup plus de sévérité parce que le camp Clinton s'attendait quand même à une victoire de Sanders, mais la victoire, comme je l'ai dit, le titre n'a pas exagéré, on a corrigé les cahiers d'Hillary Clinton. Ça a été des ondes de choc. Le coup est mal acquiescé dans le camp de Clinton. On a vu sur le visage de Bill qui essayait d'avoir un faux rire. Je profite pour dire à Georges que je vais l'accommoder incessamment. Je disais tout à l'heure, on a pu voir sur le visage de Bill Clinton ce sourire qui cachait mal sa déception. Aussi, Hillary, dans son discours pour question de courtoisie d'usage pour acquiescer sa défaite, elle eut à dire qu'elle se rend compte qu'elle a fort à faire, surtout avec la jeunesse. Et Abdoulaye, ce qui vraiment m'a frappé à travers mes observations des primaires, et particulièrement dans le camp des démocrates, c'est qu'il y a une tradition, la question de l'identification. Souvent, on dit, lorsqu'on a un candidat jeune, et ce candidat peut s'identifier plus rapidement, et c'est vrai,
avec la jeunesse. Mais si ce jeune candidat n'a pas un message qui reflète les intérêts de cette jeunesse, est-ce que, alors je me pose la question, cette jeunesse va se retrouver à travers ce candidat? Et lorsqu'on voit un homme de 74 ans, Bernie Sanders, qui n'affiche pas une jeunesse, on pourrait même dire qu'il n'a pas vieilli avec grâce. Sa jeunesse est dans les idées. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand vous regardez ces élections, ce sont les élections où les observateurs politiques se sont d'une certaine façon gourés sur toute la ligne. L'autre jour, j'écoutais un analyste républicain qui disait que toutes ces prévisions se sont avérées fausses. Parce que simplement, il a eu, de par le passé, à prédire le déroulement des opérations dans ses primaires. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ces experts sont en train d'être mis à nu parce que simplement toutes leurs prévisions, comme je l'ai dit tantôt, étaient fausses. Et d'ailleurs, c'est maintenant l'élection des contrastes. Tout à l'heure, la première contraste, tu l'as souligné, c'était que voilà une vague de jeunes qui allaient s'affilier à un vieillard, bon je ne l'appellerai même pas vieillard, mais un homme de 74 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, il était peut-être pas jeune du tout, mais ses idées étaient des idées jeunes. Et ça, il faudra qu'on essaie d'insister là-dessus pour que nos auditeurs qui nous écoutent ce soir puissent marquer le point et voir quel est le déterminisme qui est en train de pousser véritablement ces jeunes électeurs américains vers quelqu'un comme Bernie Sanders. Maintenant, moi je voudrais aussi insister sur un fait qui est un fait majeur et important dans ces élections. C'est le fait que véritablement il y a des similarités entre ces élections et les élections de 2008. Voilà des élections qu'on avait promis sur un plateau d'argent à Hillary Clinton. Le candidat qui était en face de lui alors avait tous les tares politiques qui devraient faire que certainement il n'allait pas faire figure de monstre dans ces élections. C'était Barack Obama, un jeune sénateur qui n'avait pas l'expérience requise et qui, de surcroît, était un noir. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un comme Barack Obama a pu battre Hillary Clinton, les gens se sont interrogés sur un certain nombre de choses. Est-ce que Hillary Clinton a aujourd'hui les capacités requises pour avoir la coalition nécessaire, et je parle bien de la coalition démocrate nécessaire autour d'elle pour gagner ces élections? Regardez par exemple sur le plan purement démographique les gens qui votent pour Bernie Sanders. C'est le même groupe démographique qui a voté pour Obama. C'était les jeunes, c'était les femmes. Et aujourd'hui même, par rapport à cette coalition qui était une coalition acquise à la cause de Hillary Clinton, nous sommes en train d'observer des fissures. Et ces fissures sont en train de naître dans le camp noir. Parce que simplement, j'ai l'impression qu'il y a des échos. Donc, nous nous excusons. Donc, pour vous dire simplement que aujourd'hui, le dernier bloc, le dernier rempart qui était le rempart que Hillary Clinton avait fidélisé, ce dernier rempart est en train de s'effriter et Bernie Sanders est en train de jouer des coups de franche. D'ailleurs, c'est de bonne guerre qu'on l'a vu récemment suivre les pas de Barack Obama, venir déjeuner avec un leader noir comme Al Sharpton, et ils sont allés s'asseoir à la même table au Sylvia's, qui est un restaurant mythique dans le monde noir. Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, encore une fois,
il y a des doutes qui sont en train de s'implanter. D'ailleurs, quand vous suivez le débat qui s'est passé hier, vous verrez que Hillary Clinton s'est agrippée contre vents et marées et de toute force à Barack Obama. Et il a voulu, de façon claire et nette, marquer sa coalition avec Barack Obama en mettant en avant les distensions qui ont existé entre Barack Obama et Bernie Sanders. Donc c'est pour vous dire simplement que c'est une tactique qui est mise en place. Et Hillary Clinton va survivre ou mourir avec le bilan de Barack Obama. Bon, c'est le moment pour nous de recevoir sur le plateau deux collaborateurs. Et ce soir, Prince Getchen, je ne sais pas si Prince nous écoute. Bonsoir Prince. Bonsoir Mélia. Bonsoir à vous, les amis qui sont avec nous. Désolé d'avoir été en retard pour participer à cette édition de Nouvelles Commandes. Bon, je ne sais pas si on reçoit Prince très bien, mais la voix est un peu faible. Bon, on va voir comment corriger. Et au fil de l'émission, il y a aussi Georges Kakou qui est au téléphone. Bonsoir Georges. Bonsoir Jean, bonsoir chers auditeurs de Essina TV, bonsoir l'idéologue de C'est dommage que je ne puisse pas être au studio avec vous, mais je suis de très près ce qui se passe et c'est avec vraiment un plaisir que je pourrais apporter mon grain de sel. Ok, nous sommes en train d'aborder le sujet concernant Hillary Clinton. Hillary Clinton qui, on en a parlé de Bernie Sanders, la question de l'identification des générations, des groupes d'âge. En fait, Abdoulaye vient de faire une analyse judicieuse de la situation et les intérêts qui peuvent vraiment constituer le mobile des réactions de certains groupes. On a vu la jeunesse s'unir derrière, en grande majorité derrière Bernie Sanders. Et aujourd'hui, avec la Caroline du Sud, ce sera donc un autre terrain beaucoup plus favorable dans une certaine mesure à Hillary. Mais cependant, le discours de Sanders est en train de faire des vagues. Et rien n'est joué. La balle est ronde, comme on aime si bien dire dans le monde du football pour tout le monde. Est-ce que Sanders va pouvoir renverser la vapeur? La machine de Hillary est bien huilée. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. On sent venir le danger. Et de sitôt, le Congressional Black Caucus a décidé de se ranger derrière Hillary pour essayer d'amortir les impacts d'une chute éventuelle, je dis bien éventuelle, ou du moins pour calmer la tension, le jeu du côté de Bernie Sanders. Je pense que c'est bon, surtout pour le Parti démocrate. Je l'ai dit, et sauf que je me répète ici, n'eût été Bernie Sanders, on peut anticiper une certaine léthargie dans le cas des démocrates parce qu'il y a un secteur de l'électorat démocrate qui n'allait pas se mobiliser derrière Hillary Clinton. Parce que son discours n'avait pas assez d'écho chez eux. Et avec Bernie Sanders qui eut à faire une déclaration qui, à mon avis, est une déclaration d'homme d'État. Au moment même qu'il faisait son discours pour attester de sa victoire, il a dit que ce parti devra tôt ou tard s'unir pour contrer l'extrême droite et républicaine. À mon avis, c'est un discours, ce passage de ce discours n'a pas été retenu avec l'attention qu'il fallait. Et je pense que éventuellement, ceux qui suivent de près et ceux qui font l'étude des discours vont y revenir au moment où Hillary ou Bernie aura à accepter la victoire de l'un ou de l'autre. Il y a 6 mois, je n'aurais pas osé penser d'alternative.
Hillary ou Bernie. Mais aujourd'hui, les carottes ne sont pas cuites, comme tu as si bien dit, Abdoulaye, c'est une possibilité. Je vais donner l'opportunité à Prince de réagir rapidement et ensuite on passera à Georges. Prince? Et Prince, on te reçoit et très très mal. Je ne sais pas si c'est la faute de mon côté, mais on te reçoit mal. Je vais essayer de faire une autre connexion. Je demanderai à Georges et à Prince de raccrocher. Je vais essayer de faire une autre connexion. Question de vous permettre de mieux participer à l'émission. Je demanderai à Georges et à Prince de raccrocher. Et en attendant que Georges et Prince soient remis de leur péripéties techniques, je devrais intervenir rapidement pour dire ceci. Lorsque Jean, tu faisais ton analyse tout à l'heure, le bloc du caucus noir n'est plus un bloc homogène derrière Hillary Clinton. Et ça, moi je crois que c'est quelque chose qui est en train d'échapper à beaucoup d'observateurs. Quand Cornel West, qui est un éminent universitaire noir, s'affirme à travers les médias ouvertement pour supporter Bernie Sanders, ça veut dire que certainement il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et d'ailleurs, j'ai écouté le leader du NAACP qui disait que le vote des Noirs n'est pas un vote acquis des démocrates. Et que, quand bien même qu'ils ont eu cette tendance à voter démocrate, il va falloir qu'ils comprennent que il va falloir que de temps en temps, que les démocrates puissent s'orienter vers les problèmes des populations noires. Nous avons assisté à 8 ans d'Obama, quand bien même qu'il a été quelqu'un qui a été bloqué dans tous ses projets de société par le Congrès républicain, mais la situation des Noirs est devenue sinon plus alarmante. Quand on regarde le taux de chômage, le niveau de la pauvreté, le niveau de l'éducation, la criminalité, etc., tous ces problèmes de société qui ont été des problèmes latents avant Obama sont restés latents sous Obama. Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un éveil de conscience, aussi bien au niveau de certaines couches de la population, aussi bien jeunes que noirs, qui sont en train d'interpeller les élites politiques pour leur dire que notre vote ne vous est pas acquis d'office et que vous avez aujourd'hui, par rapport à nos préoccupations, le devoir d'y réfléchir et d'y trouver des solutions. Et donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, on est en train d'assister, à mon avis, il se pourrait qu'il y ait une surprise en Caroline du Sud. Simplement parce que Bernie Sanders est en train de jouer des coups de franchise. D'ailleurs, quand vous regardez les deux partis et le niveau de leur financement, certainement ils ont des formes de financement qui sont différentes. Hillary Clinton est en train d'utiliser d'abord des super PAC, comme ils les appellent, et des financements des gros bras financiers au niveau des États-Unis. Alors que Bernie Sanders a dupliqué la méthode Obama, où il a demandé des contributions plus moindres. Là, ce sont des gens, des privés qui contribuent des sommes anonymes pour financer la campagne de Bernie Sanders. Et d'ailleurs, quand vous comparez leurs finances, vous verrez que ce qu'ils appellent le war chest, le trésor de guerre qu'ils ont actuellement, Bernie Sanders n'est pas trop loin de Hillary Clinton. C'est pour vous dire simplement que la campagne n'est pas encore finie et que lorsqu'on va s'acheminer vers ce qu'on appelle le Super Tuesday, alors là, Hillary Clinton pourrait faire face à des surprises. Parce que simplement aujourd'hui, qu'on se le dise, les élections aux États-Unis, certainement, sont des élections qui se gagnent avec les idées, mais aussi ce sont des élections qui se gagnent avec l'argent. Et quand vous avez un trésor de guerre qui est d'une certaine dimension, certainement, vous avez cette opportunité qui va vous permettre de batailler un peu plus longuement, mais aussi
de parer à l'éventualité de certaines attaques au niveau des médias. D'ailleurs, quand vous observez par exemple dans le camp républicain, ceux qui ont aujourd'hui des chances d'aller de l'avant, ce sont ceux-là qui ont ce trésor de guerre dont j'ai parlé tout à l'heure. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec George Bush. George Bush est en train d'aller de mal en pire. Et pourtant, il a cette capacité de continuer sa campagne parce que simplement, en venant à cette campagne, il avait ce trésor de guerre qui lui permet de survivre cette campagne sans pour autant faire face à des soubresauts financiers. Les autres qui n'avaient pas ce trésor de guerre, dès qu'ils accusent la première ou la deuxième défaite, vont certainement se retirer de la campagne. Donc c'est pour vous dire simplement que on va assister à des campagnes. Je ne sais pas si nos amis sont en ligne. Allô? Allô, Prince? Voilà, allez-y, Prince. Alors, on vous écoute, Prince, allez-y. Bon, ça va être difficile pour Prince maintenant d'intervenir. Je ne sais pas s'il a pu suivre le fil de tes analyses et Georges. Ouais, on vous écoute, Prince, allez-y. Allez, Georges? Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez très bien. On vous entend. Voilà. Bon, après, j'ai écouté l'analyse d'Arnaud et puis aussi de Prince. Je crois que dans cette situation qui se pose là, il faut voir quand même deux personnes engagées avec deux techniques pratiquement différentes. Je parle des techniques ici, on voit, hier j'ai pratiquement suivi le débat des démocrates, on voit que Hillary Clinton quelque part s'achète quelque part, mais je pourrais utiliser ce terme-là, s'achète les attaches, comme on appelle, du président actuel au pouvoir, c'est-à-dire Barack Obama. Peut-être c'est dans la vision de se préparer pour la Caroline du Sud, quand on sait très bien que dans cet état-là, Barack Obama est vraiment beaucoup, comme on appelle, aimé dans cet état-là. Et aussi, étant donné l'approbation que la communauté noire lui accorde dans cet état-là. Donc, je ne sais pas si dans cette division qu'elle fait cela, mais il y a une chose que, comme je disais tout à l'heure, deux techniques différentes. Dans le New Hampshire, on a constaté une chose ici, c'est que le groupe qui fait la force aujourd'hui de Bernie Sanders, c'est surtout la jeunesse américaine. La jeunesse américaine qui a été aussi le catalyseur, pour ne pas dire de l'élection même de, comme on appelle, Barack Obama. Bernie Sanders a compris qu'aujourd'hui, au niveau de l'électorat américain, il y a une demande cruciale au niveau de la jeunesse. Et la demande qui se pose, c'est que pendant les 8 ans de gouvernement d'Obama, il n'a pas pu, en tout cas, combler le fossé qui s'est creusé, le clivage qui s'est creusé entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire, il avait au moment où Barack Obama faisait sa campagne, il avait centré un peu son
écho à New Hampshire, mais à la suite du débat, je suis convaincu que ce discours-là ne va pas, en tout cas, aller très loin. Ça, je peux l'assurer parce que, connaissant un peu, en analysant plutôt les méthodes, les deux méthodes que les deux personnes utilisent, surtout au niveau des Clinton, qu'on connaît très bien, leur machine est une machine très bien rodée, des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine-là en la matière, et à la fin, je pense que c'est l'expérience de deux personnes-là qui va jouer. Donc, je voulais dire que Bernie Sanders peut-être a un écho actuellement, mais c'est un écho pour moi qui va peut-être se fragiliser à la suite, un peu comme la situation aussi aujourd'hui de Donald Trump, dont on voit l'émergence quelque part et en train de rattraper par quelque part ceux-mêmes qu'on ne pensait peut-être pas le seconder dans cette course-là. Vous voyez, et c'est pas, est-ce que vous me recevez déjà? On vous ressent bien. Très bien, très bien. Ah bon, très bien. Donc, voici l'analyse que je voulais. C'est deux techniques différentes, mais quelque part, je suis convaincu que la méthode utilisée par les Clinton va finir par avoir le dessus. Parce qu'on ne peut pas battre une campagne pour faire des propositions un peu tapageuses quand on sait très bien que Barack Obama l'a fait et il a connu toutes les difficultés du monde aujourd'hui. Tant bien, on lui réclame un certain succès de gestion de ce pays-là, mais il faut reconnaître que tout ce qu'il a proposé, beaucoup de choses qu'il a proposées, surtout à la jeunesse, il n'a pas pu effectivement réaliser cela. Et c'est cet aspect des choses que Bernie Sanders a peut-être, comme on appelle, réalisé, et c'est sur ça qu'il est en train de taper. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je dirais que quelquefois, si on me demandait de faire des pronostics, je dirais que la Caroline du Sud, c'est quelque chose qui est déjà dans la poche quand il s'agit de comme ça, c'est sûr que ça sera gagné. Et on voit déjà les sondages, largement elle est en tête des sondages avec 74% comparé à 17, 14 à 17% pour Sanders. C'est sûr que ça sera gagné. Étant donné aussi qu'elle s'achète, comme je le disais tout à l'heure, les succès de Barack Obama au niveau de la classe noire et latino, je suis convaincu qu'elle va gagner la Caroline du Sud. Mais quant à le prolongement du débat par la suite, je sais que son débat aura un écho. Quand les gens vont commencer à juger la technicité des candidats, ils vont commencer à juger le talent des candidats, vont commencer à juger l'expérience des candidats et autres. Et tant bien même que Clinton est aujourd'hui dans les arcades de ce qu'on appelle la justice américaine, mais je suis convaincu que quelque part, elle aura un écho par la suite du débat. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et je vous laisse continuer. Ouais, allez-y, Prince. J'aimerais dire que malgré le fait que Trump soit un parti républicain et Bernie Sanders sont démocrates, il y a une certaine similarité entre les deux méthodes. Parce que les deux candidats, avec les Étienne, on peut procéder à une revue à l'administration économique du pays. Et c'est, à mon avis, ce qui permet à Bernie Sanders de gagner. Parce que Bernie Sanders propose un discours beaucoup plus jeune, un discours plus jeune, malgré la différence d'âge entre Bernie Sanders et Mme Clinton. Sont les de 6 ans. 74, 68, Mme Clinton. Donc, le discours des Bernie Sanders est beaucoup plus jeune. Parce que on n'oublie pas les jeunes à gauche. Donc, les jeunes, à chaque fois qu'ils sont en présence de quelqu'un qui remet le statu quo en question, ils se sentent embarqués de ça. Donc, il faut reconnaître aussi que dans le New Hampshire, où Bernie Sanders aurait obtenu 60% et Mme Clinton 39%, on aurait obtenu, selon les résultats partiels. Donc, il faut dire que Mme Clinton, qui avait remporté le New Hampshire en 2008, était donnée perdante dans toutes les mesures d'extension du vote. Bien avant, tout le monde savait que Mme Clinton allait perdre le New Hampshire. Elle a concédé sa défaite et c'est à sa grandeur et a réaffirmé qu'elle continuerait à se battre pour chacun des votes dans chacun des États qu'elle aura à se battre.
Donc, le discours, on aime beaucoup, tient beaucoup. Quand aux victoires du CDS, et comme vient de le dire Georges, je pense que pour lui, ça va continuer. Parce que si Mme Clinton n'arrive pas, on a apporté ce grain de sel qu'apportent les jeunes, ce grain de sel qui leur dit, qui leur montre comment elle va faire pour permettre aux jeunes de trouver de l'emploi, de récupérer le chômage, d'avoir l'université, et plus gratuitement, de résoudre en tout cas les problèmes internes du pays, bien avant ce qui se passe sur le plan international. Donc je pense que Mme Clinton va avoir un méthode pour pouvoir reconquérir cette jeunesse. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui encore, donc, les favoris de sondage, il faut dire que Mme Clinton a beaucoup de problèmes à convaincre les femmes. Donc même les femmes, alors qu'elle aurait dû, elle aurait dû pouvoir compter sur cette catégorie, sur cette classe. Même si on ne peut pas considérer les femmes comme une catégorie sociale, c'est des gens qui appartiennent à toutes les catégories sociales, mais en tant que femme, je pense que pour les États-Unis, qui sort là de la présidence des Noirs, c'est une femme ouverte, une femme qui est en fait sa chance comme président de la République. C'est ça, c'est une question. Merci, Prince, l'analyse est de taille. Mais je voudrais, avant de passer la parole à Jean, qui certainement va faire un sprint vers le finish, parce qu'on a beaucoup de sujets. Il y a une chose qui est en train d'échapper. Il y a une chose que je ne voudrais pas que les gens passent sans pour autant s'arrêter et observer avec attention, c'est le fait que Hillary Clinton a pris beaucoup des élections de 2008. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple la répartition des délégués, quand bien même qu'elle a été laminée au New Hampshire, les deux candidats sont partis avec le même nombre de délégués, c'était 15. Parce que Bernie Sanders avait gagné les 15, Hillary avait gagné 9, et il y avait 6, ce qu'on appelle les super delegates, que Hillary Clinton a raflé. Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, quand bien même que Bernie Sanders est en train de gagner largement, quand on compare les deux primaires qui se sont déjà passées, Hillary Clinton, en valeur absolue, est la gagnante de ces deux élections. Donc c'est pour vous dire simplement que la manière dont elle a été battue pendant les élections de 2008, où Obama avait très bien compris le jeu politique au niveau des primaires démocrates et avait raflé beaucoup de délégués, Hillary Clinton est en train de faire la même chose, Jean. Bon, en effet, on va faire essayer de passer à pieds joints sur certains points, mais on ne saurait faire l'économie du temps aux dépens des républicains parce qu'ils ont eu leurs primaires eux aussi. Ouais. Donald Trump a remporté les primaires pour les républicains. Et la grande surprise a été John Kasich, le gouverneur d'Ohio. Et celui on attendait, ça fait longtemps, on attendait John Kasich. Celui qui est raisonnable dans le groupe. Oui, il est à la vérité, et il a pu décrocher le support, l'endorsement du New York Times, et ce n'est pas des moindres. John Kasich qui articule un discours que l'establishment républicain aurait souhaité avoir. Va-t-il pouvoir éclabousser les champions de l'extrême droite? Je parle de Donald Trump, de Ted Cruz. Et bon, juste avant de partir, Christie s'est assuré le knockout de Marco Rubio. On a dit qu'il était un suicide bomber. Il était le djihadiste de leur truc. Il a assuré la mort de quelqu'un, mais lui-même il est mort. Bon, à la vérité, c'est la situation. Mais il y a aussi le rebondissement de Jeb Bush, qui l'on donnait pour mort, mais finalement, il renaît de ses cendres. Alors, le camp républicain est en plein chambardement.
qu'est-ce qui va donc pouvoir survivre dans ce jeu? Comme on dit en anglais, the survival of the fittest. Va-t-il pouvoir, est-ce que Bush va pouvoir, avec le support de son frère et de sa mère, et de sa mère, pas des moindres quand même, et elle a un certain écho dans ce milieu. Et son frère qui est entré en campagne, un autre mort politique qui est un revenant. Et politiquement, bon, dans quelle mesure George Bush peut être un acquis, un asset, comme si vous me permettez l'expression anglaise, pour quiconque en politique américaine, la politique américaine, mais cependant, il a choisi de reprendre service au profit de son frère. Et la Caroline du Sud s'annonce vraiment, vraiment intéressant. Et on va suivre de près le prochain débat pour voir parmi les 6 qui restent demain soir. Et là, lundi, on aura une émission interférence assez bien rodée, bien chargée, parce qu'on doit revenir lundi pour commenter les primaires des Républicains pour voir qui va donc gagner. Est-ce que Rubio, moi je m'attends à ce qu'il rebondisse, parce que c'est il sait vraiment s'exprimer. Et bon, finalement, va-t-il pouvoir se défaire du script qui lui est préparé par ses conseillers? Et aura-t-il la possibilité de rebondir au bon moment spontanément? Là, c'est une autre question. On n'a pas beaucoup de temps et on doit avancer malheureusement. Et je m'excuse auprès de mes co-présentateurs. Il y a un point très important qui a quand même une certaine connexion avec la politique américaine aujourd'hui, où les démocrates sont en train de célébrer leur victoire économique, ayant hérité une économie qui était au bord de la faillite. L'économie a su rebondir, mais sans doute avec certains problèmes. Tout le monde a vu, il y avait une stagnation au niveau des salaires. On a certes créé de nouveaux emplois. Bon, la technique, la méthodologie pour mesurer les emplois ici aux États-Unis va aujourd'hui pour Obama, tout comme il en a valu pour d'autres qui, dans le temps, a su en profiter. Mais l'essentiel, c'est qu'on a un taux de chômage qui est au-dessus des 5%. On est tout près du plein emploi en économie. Mais cependant, il y a le spectre d'une récession. D'une récession pas simplement américaine, mais mondiale. Et comment expliquer le spectre de cette récession? D'abord, il y a la bourse chinoise qui a accusé une perte d'environ 20% de sa valeur. Il y a la bourse européenne qui a perdu environ 8%, la bourse américaine presque autant. Et c'est dire qu'il y a un problème au niveau mondial. C'est un problème qui a commencé surtout avec le ralentissement de l'appétit glouton des Chinois qui était devenu le grenier du monde. Eh bien, avec la récession qui sévit en Europe, on s'attendait à l'effet multiplicateur de cette récession en Europe, qui, dès qu'il y a récession, il y a ralentissement des activités économiques, et il y a avec l'économie allemande et française qui était performante au niveau de la zone euro, et on s'attendait à voir les effets délétères de ce ralentissement au niveau mondial. Et puisque la Chine, qui est le grenier du monde, a ralenti ses activités, la Chine a certes un besoin, a dû faire une révision à la baisse de sa demande en carburant, en ressources naturelles telles que le pétrole. Eh bien, ça a un effet aussi sur le marché du pétrole. Lorsque la Chine diminue sa demande, eh bien, la demande mondiale en souffre. Et avec ça, les pays émergents qui étaient les greniers des pays comme la Chine, en matière première aussi, et aussi en produits de transformation, eh bien, puisqu'il y a un ralentissement au niveau des pays du Nord, eh bien, les pays émergents souffrent. Et aussi, il y a la question du capital. Le capital qui
qui a tendance à se déplacer à un rythme extraordinaire, et le capital qui peut rapidement laisser les pays en voie de développement, les pays émergents aujourd'hui, et puis pour essayer de se repositionner dans des endroits où le capital peut être plus ou moins sûr, eh bien la question des taux d'intérêt américains que la Banque centrale américaine avait décidé d'augmenter légèrement, eh bien, va avoir un impact sur le mouvement des capitaux à travers le monde. Autrement dit, l'économie mondiale souffre d'une certaine de ralentissement certain, et puis ça va avoir sans doute des implications sur l'économie américaine. Aujourd'hui, si les démocrates pouvaient s'enorgueillir d'avoir su faire rebondir l'économie, et peut-être dans un mois ou deux, ce ne sera plus le cas parce que on se dirige inexorablement vers un ralentissement. Et si on a deux trimestres de ralentissement de l'économie, on parle déjà de récession. Monsieur, à vous, j'ai essayé de faire le brossage du tableau au niveau mondial. Mais comme Georges a l'habitude de le dire, il ne faut jamais ouvrir un sujet économique et commencer par Jean. Parce que lorsqu'il finit son analyse, tout ce qu'on a à dire, c'est ce que Mitterrand avait répondu à une journaliste sénégalaise, exactement. Donc, mais quand même, je vais apporter un certain nombre d'observations, je pense, qui peuvent, d'une certaine façon, éclairer la lanterne de certains. Nous avons, pendant nos émissions passées, parlé de... vous dites... donc, nous avons parlé durant nos émissions passées du fait que l'économie mondiale avait cette tendance à être supportée par une certaine production, que ce soit une production de matières premières ou bien supportée par des événements de l'heure. Quand vous regardez par exemple les booms économiques qui se sont passés, et Jean est là pour certainement me corriger si je me trompe, le monde a eu ces booms économiques parce que simplement il y a eu un changement dans le support de cette économie du monde. Quand nous sommes partis de cette économie agricole vers la révolution industrielle, il y avait un support. C'était d'abord, il y avait la découverte du pétrole comme étant source d'énergie, ce boom industriel qui a supporté le monde pendant assez longtemps avec l'éclosion de l'industrie de l'automobile qui a absorbé et bâti cette classe moyenne américaine qui a fleuri pendant des décennies. Et plus tard, et je vais certainement sauter sur le début des années 90, on a eu dans le monde un certain boom économique. Et ceci, c'était avec l'éclosion de l'économie de l'information, l'avènement de l'Internet, etc., etc. Donc, le monde, je crois, aujourd'hui est en train... On dirait l'économie de service. L'économie de service. Merci, Jean. Donc, aujourd'hui, le monde est en train de vouloir trouver encore ce support qui va projeter l'économie mondiale vers des lendemains meilleurs. Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est une spéculation des bourses qui est en train de faire valser l'économie comme au yo-yo, dirait-on, de bas en haut, de haut en bas. Si aujourd'hui le prix du baril du pétrole baisse, certainement l'économie mondiale va le ressentir. Et la baisse du prix du baril du pétrole, on l'a expliqué ici, dépend de l'économie chinoise, des pays émergents dont les consommations vont au ralenti et certainement ajouter à cela le fait que l'Iran, et ça je remercie Georges pour l'avoir souligné la semaine passée, l'Iran qui est en train de revenir dans le concert des nations et d'avoir sa production pétrolière dans le marché, ce qui contribue à la baisse des prix du pétrole. Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, le monde a besoin, encore une fois, de trouver ce support. Je me demande d'où ce support va venir. Parce que simplement,
en termes de production pétrolière, on a atteint certainement les pics. En termes de production industrielle, moi je ne vois pas d'où est-ce que ce support va venir. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui important de repenser la texture ou bien alors les limites du système capitaliste? C'est une question que je pose à Jean et il me regarde comme un professeur dont l'élève a dit quelque chose. donc Jean, encore une fois, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'aujourd'hui, le système capitaliste que nous avons connu par le passé n'a pas encore atteint ses limites? Bon, je prends acte que vous m'aviez posé la question et les autres n'ont pas encore parlé. En fait, il y a de nouvelles frontières qui s'ouvrent pour le monde capitaliste. Personne ne pouvait s'imaginer, moi, à l'époque où je m'abreuvais de la théorie marxiste de l'économie, on n'avait pas prévu un capitaliste d'État. Il y a à la chinoise. À la chinoise. Il y a aussi le développement de la technologie qui vient donner souvent des seconds souffles à l'économie capitaliste. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Apple, qui sont devenus de grands conglomérats et des compagnies les plus performantes au niveau mondial. L'économie de l'information. L'économie de l'information. Avec le développement de la technologie et aussi avec les pays émergents qui représentent un grenier pour soutenir la croissance. Une croissance, le problème de la croissance aujourd'hui, qui fait fleurir l'économie capitaliste, cette croissance est basée sur la spéculation. Et aussi le problème de la mobilité des capitaux. Alors, si on arrive à gérer ces deux variantes, eh bien, il y a encore de l'avenir pour l'économie et capitaliste. Cependant, le grand problème au niveau des États-Unis, si on fait une analyse beaucoup plus approfondie, lorsqu'on regarde un candidat comme Bernie Sanders aux États-Unis, qui se présente en tant que socialiste, on peut commencer à se poser des questions. Il suffit de faire un regard rétrospectif pour revisiter le macartisme ici aux États-Unis. On sait ce que ça a été le macartisme. Ça a été la période des macoutes, des Toto macoutes ici aux États-Unis. Eh bien, voilà un candidat qui se dit socialiste et qui fait des vagues ici aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la répartition des richesses. Ce matin, j'ai entendu une commentatrice à CNN se dire que on peut dire tout ce qu'on veut, mais je ne veux pas qu'on s'attaque à la redistribution de ma richesse. Et lorsqu'elle parle de sa richesse, de quelle richesse elle parle? Puisque 3% de la population ici aux États-Unis possède 70% des biens de ce pays. Alors, si on parle de répartition de richesse, eh bien, la grande majorité du pays aura intérêt dans une répartition de richesse. Et ce n'est pas pour rien qu'un homme comme Bernie Sanders a autant d'écho au niveau avec sa candidature. Je vais majorer ma question, Jean. Je l'ai déjà posée, je vais la majorer. Pour simplement dire, tout à l'heure, tu viens de penser, tu viens de dire qu'il fallait repenser l'économie de manière générale. Et cette bonne dame qui parle de la répartition des richesses. Maintenant, moi je ne parle pas des répartitions des richesses où on écrit des chèques aux gens, mais plutôt de faire en sorte que cette mobilité des capitaux puisse atteindre certains niveaux. Alors, ma question, est-ce que l'avenir de l'économie mondiale ne serait pas ce transfert de capitaux vers des pays comme l'Afrique et Haïti, où on va créer de nouveaux marchés? Et l'économie n'a pas d'état d'âme. L'économie est à la recherche des intérêts. L'économie capitaliste, une fois qu'elle est atteinte la phase de développement industriel, n'est plus nationaliste. L'économie est à la recherche de profit. Mais Jean, à ce niveau-là, moi je parle d'ouvrir de nouveaux marchés. Par exemple, si aujourd'hui on transfère des capitaux et qu'on fasse que les millions d'Haïtiens auront un pouvoir d'achat qui pourra faire tourner une économie intérieure au niveau d'Haïti, je crois que
Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que il y a certains marchés qui ont atteint leur summum, qui ne peuvent plus se développer, qui ne peuvent plus s'étendre, alors que d'autres marchés sont là, frais, et peuvent absorber ces capitaux qui sont en train d'être. Si aujourd'hui un magnat de l'industrie agricole, par exemple, investit des capitaux en Haïti et que au niveau intérieur à Haïti, on aura développé une population qui aura ce pouvoir d'achat d'absorber cette production, je pense que c'est l'avenir du monde. Et il faudra y penser. Et Abdallah, je me permets de te dire que tu as une vision bon enfant du monde. Parce que l'économie telle qu'elle est, c'est une jungle où personne ne pense à personne. On pense à soi. OK? Si on t'a appris à dire que le moi est haïssable, le moi est capitaliste. OK? Et cependant, pour revenir à ta question, et ce n'est pas une question que j'ai la prétention de résoudre dans l'espace d'une heure ou d'une demi-heure. Parce que cette question, la dernière réunion de Davos, savez-vous ce qu'a été la grande question? C'est la question de l'automation. C'est la robotisation du travail. Et qu'est-ce qui a provoqué, qui a permis au travail d'arriver à ce stade de robotisation? C'est le travail, c'est le cumul du capital, la plus-value, si je veux utiliser un vocabulaire marxiste, qui a permis au travail de se perfectionner et d'arriver à cette phase de robotisation. Or, la question de la robotisation ne se limite pas aujourd'hui aux ouvriers qui travaillent dans les factories en ligne. La robotisation attaque aussi le secteur des services. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés, des hommes au col blanc qui perdent leur boulot parce qu'on a développé des softwares qui arrivent à les remplacer. Eh bien, l'exemple patent, c'est l'exemple des ATM, les distributeurs automatiques des billets, qui auparavant c'était un travail qui était dévolu à quelqu'un derrière un guichet. En effet. Mais alors aujourd'hui, ces boulots ont disparu. Et les boulots ont disparu. Et la disparition de ces boulots est l'équivalent d'une augmentation de productivité pour le propriétaire. À moindre coût et une explosion de son profit, et la société en pâtit parce que on se retrouve avec des chômeurs sur le pavé, des milliers d'emplois qui s'envolent en fumée, et en plus la délocalisation des emplois qui sont encore qui dépendent encore de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre est beaucoup plus à meilleur marché dans les autres États, que ce soit le Mexique ou les Lesotho, ou bien l'Inde, ou bien d'autres centres de production, ou bien la Chine. Alors là, c'est là le grand problème, la crise du système capitaliste. Mais, vous voyez, il y a tellement de variables, et des variables discrètes, pour mieux saisir la nuance de cette équation. Je n'ai pas la prétention de pouvoir la résoudre ici, mais si vous voulez, on peut faire une série. Mais avant de donner la parole à Georges ou à Étienne, certainement, nous avions, durant nos émissions passées, parlé du Fordisme. Et quand on a parlé du Fordisme, il y avait un niveau d'explication qu'on avait donné au Fordisme pour son succès, au moins. C'était que, quand bien même que le système marchait bien et que la production d'automobiles avait explosé, mais Ford avait imaginé un système où il payait ses ouvriers un salaire qui leur permettait d'acheter les voitures. Et on avait vu que la consommation était d'abord une consommation qui venait des ouvriers, des industries de Ford, avant d'aller vers le public général. Alors, il y a une certaine nuance qu'il faudra expliquer ici, et c'est un lien entre la production et la consommation. Tant qu'on n'aura pas un marché qui pourra absorber la production,
je crois que le capitalisme ne pourra aller nulle part. Et d'ailleurs, c'était là le sens de mon intervention quand j'ai parlé du fait qu'il faudra créer de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés, on pourra les créer lorsqu'on aura développé des sociétés qui auront un pouvoir d'achat pour absorber la production. La capacité de production des sociétés développées a déjà atteint cette phase de pouvoir nourrir le reste de l'humanité. Par exemple, on n'a pas besoin de déplacer des capitaux pour permettre à Haïti d'avoir des moyens. Haïti doit avoir des moyens de consommation, pas des moyens de production. Ce n'est pas pour rien la notion du dumping existe. Alors, le dumping, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas vraiment bien au fait de la réalité économique. C'est la production. Par exemple, un fermier dans le sud des États-Unis qui produit du riz, l'État a déjà subventionné la production du riz à 40%. Eh bien, ce fermier a la possibilité d'une productivité extraordinaire. Non seulement ce fermier produit pour son pays, mais il produit pour le reste de l'humanité. Ce fermier est à la recherche de marchés pour arriver à vendre l'excédent de ses produits. Et l'excédent est de taille. Par exemple, ce fermier va en Haïti et l'excédent de la production de riz, eh bien, au début, peut vendre son riz à 40% moins cher que le prix de production. Parce que son riz est déjà subventionné. Parce que c'est une politique d'État. C'est une politique d'État. Alors là, au niveau, ce qu'il va vendre en Haïti, le produit sera vendu à 40% moins cher, et c'est ce qu'on appelle le dumping. Parce qu'on va faire une désarticulation de la production risicole haïtienne. Et puis ensuite, au fil du temps, la production une fois détruite, eh bien, ce fermier pourra se permettre d'augmenter le prix de son produit puisqu'il n'y aura plus de compétition. C'est là la question. Bon, je dois m'excuser auprès de mes co-présentateurs parce que la faute est à Abdoulaye qui m'a posé des questions, Georges. Et maintenant, je me tais et j'écoute Georges et Prince. Merci. Donc, j'ai beaucoup attendu. Donc, quand on se retrouve parmi les métiers, Delia est là, et Georges, donc il faut attendre pour placer un petit mot. Merci quand même, monsieur le rapporteur. Je m'excuse, Prince. Essayer d'établir un parallèle entre cette probabilité pour une récession mondiale et en quoi cela on va pouvoir acheter de l'eau au moulin des extrêmes dans les élections américaines de 2016. Donc quand je parle d'extrême, c'est des gens à l'extrême droite et M. Sanders qui se retrouve à mon avis à gauche de la gauche. Donc, parce que la croissance américaine, tout le monde le sait, ça fait vite sensiblement. Donc, la Chine est en train de souffrir. Donc, je parle là de deux mastodontes. Et si ces deux puissances-là ont des problèmes économiques, le monde va en avoir aussi. Donc, la probabilité d'une telle évolution est quand même assez faible. Bien que j'ai beaucoup suivi ce que Béliard vient d'expliquer, donc, pour comprendre ça. Les marchés financiers sont en train d'accuser là maintenant de l'eau le perdre au cours des premières semaines de 2016. On le sait aussi, nous l'avons vu aussi. Il y a un certain nombre de facteurs qui, c'est sûr, ont concouru à ce recul. Donc, à ce stade, il semble qu'au dernier trimestre, la croissance économique est marquée de pas aux États-Unis. Donc ça, c'est où on pose le problème. Donc, il y a des prévisions parfois trop optimistes pour les États-Unis, parce que dans ce contexte bien défini. Donc, il y a de nombreux investisseurs qui sont en train de se demander si la Réserve fédérale parviendra à procéder, comme prévu, à 4 hausses de ces taux d'intérêt en 2016. Nous continuons de penser, tout le monde continue de penser que celle-ci laissera, en parlant de la Réserve fédérale, on va essayer de préciser taux d'intérêt échangé en masse. Et attendra au moins le mois de juin pour effectuer un nouveau prélèvement. Donc, il y a des problèmes. Il y a par exemple
selon la législation que j'ai sous les yeux, la croissance américaine ne devait pas être tellement liée à la croissance européenne, soit un peu moins de 2%. Et même cette évaluation n'est pas exempte de risque. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Il y a la Chine comme le Japon. La Chine est également un pays qui occupe le débat de la scène aujourd'hui, même pour de mauvaises raisons. En ce moment, bien précis. Parce que les investisseurs sont plus ou moins inquiets de possibles pressions à la baisse sur le RMB, alors que les soldes de capitaux continuent d'augmenter. Donc, comme on peut penser, je crois que la banque populaire de Chine, on ne va parvenir à résister à cette pression, tout au moins au premier trimestre. Au-delà des inquiétudes relatives à l'évolution à venir, des taux de change et de décélération plus forte que prévu de la croissance chinoise pour fin 2015, ils ont alarmé ceux qui investissent de l'argent, ceux qui mettent de l'argent et les investissements. Pour les statistiques publiées récemment soulignent l'augmentation de pression inflationniste en Chine, et la situation du pays ressemble donc de plus en plus à celle du Japon de l'année 90. Donc, à ce qui paraît, si les collectifs, nous allons tout droit vers une récession. Comme l'a dit bien dit les Haïtiens, toutefois, aucun de ces facteurs ne dit nécessairement que l'économie mondiale est au bord de la récession. À ce stade, est-ce qu'on ne peut pas évaluer à environ 20% seulement les risques de récession mondiale? Selon une étude que j'ai sous les yeux qui a été faite par un économiste pour l'Europe, Saïd Morgan Stanley. Donc, à partir de cela, si on essaie de comparer ça avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, il faut dire que c'est une chance pour Trump et en même temps une chance pour Sanders. Parce que le choix de Mme Clinton ou de Sanders pour les élections, pour le choix des démocrates. On vous écoute, allez-y, Prince. Il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit. Alors, Georges? Alors, Georges? Oui, je suis en ligne. Oui, vous voulez... Je vous écoute. Bon, on doit faire en sorte à ce que nous puissions... C'est-à-dire que le choix de celui qui devra représenter le Parti démocrate sera, à mon avis, fortement influencé par celui qui représente les républicains. Et particulièrement par Trump. Trump, autrement dit, sera déterminant dans le choix que les démocrates auront à faire. Toute la question sera qui de Clinton ou Sanders pourra battre Trump. Et ça va faire toute la différence. Parce que la situation économique va servir où on va aller de l'eau, où on le Trump. La situation économique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une chance pour Trump. Et Trump devrait être prié, s'il fait prier, pour faire en sorte que la situation se dégrade pour ne changer pas. Parce qu'en tant qu'outsider, qui s'installe en tête planétaire, donc après une deuxième place qu'il avait vécu comme une gifle dans l'Iowa, le 1er février, Donald Trump l'a emporté largement dans le New Hampshire, le mardi 9 février. Donc le magma de l'immobilier et 69 ans, a dû fonctionner à l'instinct. Mais Trump a apporté des trucs qui sont terribles. Des révolutions terribles, des révolutions chocs. C'est vrai. C'est des révolutions droite. Mais l'électorat, celui qui va mettre son bulletin dans l'urne, il ne s'intéresse pas de savoir si Trump est des démagogues. La plupart des choses que Trump a dit pour et qu'il va faire, il ne le fera pas, il ne pourra pas le faire. Mais l'électorat ne sait pas ça. L'électorat va marcher pour quelqu'un qui dit qu'il va faire en sorte d'abord de remettre l'Amérique sur ses pieds. Donc de faire en sorte que l'Amérique reprenne sa place comme une puissance. Et ça poussait dans les situations de vote.
a reposé les républicains sur un discours musclé qui visait à l'immigration. Alors que Mme Clinton jusqu'ici dit qu'elle va continuer l'héritage de Obama, qui est de l'autre côté du miroir, qui est quelque chose de totalement différent de ce que Trump propose. Donc, est-ce que l'électorat va voter deux candidats avec des positions aussi différentes? Prince, j'avais une question à vous poser. Certainement, c'est une question à toi et à Georges et Jean. C'est la situation en Iran, parce que nous sommes en train d'observer une accalmie. D'abord, Georges, si vous nous écoutez, et ensuite Jean, avant de passer la parole à Prince. Ce traité de paix, entre guillemets, qui est en train de naître en Iran. En Syrie. En Syrie, en Iran, et certainement avec les États-Unis et la Russie. Quelle est l'importance de ce traité par rapport à ces élections? Georges? Oui, bon, je suis dans une situation un peu difficile, mais je vais quand même essayer de répondre parce que je ne suis même pas en une très bonne position. Est-ce que tu peux reprendre la question pour moi? Il y a une accalmie qui est en train de naître, certainement dans le Moyen-Orient, et certainement on est en train d'observer une petite pause des troubles qui existaient entre la Syrie, les États-Unis, l'Iran et la Russie. Qu'est-ce que cette accalmie, quel rôle va jouer cette accalmie au niveau des élections américaines? Je crois que ce qui se passe actuellement en Syrie, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je crois que effectivement, ça aura comme un peu une influence sur les élections américaines quand on sait un peu les positions des uns et des autres sur, comme on appelle, cette partie du monde. Quand je parle des uns et des autres, je veux dire du côté démocrate comme du côté républicain. Quand on connaît la position que certaines personnes adoptent, des personnes un peu comme Trump et autres, et puis des gens comme il s'appelle, Marco Rubio, qui votent leur position sans ignorer la position très tranchée de, comment on appelle, de la chef secrétaire d'État Hillary Clinton. Hillary Clinton, yeah. Vous voyez, bon, voilà, Hillary Clinton. Bon, vous voyez, moi je pense qu'effectivement, cette accalmie va peut-être permettre à celui qui va prendre les arènes du pouvoir très bientôt, en novembre prochain, de quand même voir, de se refaire un peu quand même, d'essayer de faire un peu ce que nous appelons aujourd'hui la politique internationale des États-Unis. Absolument. Obama a fait un travail absolument laborieux qu'il ne faut pas négliger dans ce sens-là. Quel que soit ce que les uns et les autres peuvent dire de ce président-là, il faut reconnaître que son passage à la tête, à la Maison-Blanche aujourd'hui, a permis quelque part je peux dire, je cherche le terme parce que c'était, le Moyen-Orient était un terrain miné. C'était un terrain miné sur lequel l'Amérique n'était pas la bienvenue. Mais avec le passage d'Obama et avec la diplomatie internationale qu'il avait entrepris dans ce sens-là, la politique internationale qu'il avait entrepris dans ce sens-là, aujourd'hui a permis à quand même, c'est ce que je peux dire, à causer cette accalmie dont Aboulaye parle aujourd'hui. Prince, est-ce que vous avez le même avis? Prince, est-ce que vous avez le même avis que Georges? Bon, je suis à peu près d'accord avec Georges. La question d'accalmie ou de cessez-le-feu ou encore c'est pas on peut l'appeler très comment? On ne dépend pas uniquement de l'Occident. L'Occident peut toujours dire qu'il a cela. Donc, ce qui se passe dans cette zone est d'abord un conflit régional et même, je dirais, religieux même. Donc, le problème est d'abord un problème entre les Chiites et deux groupes qui sont
les autres. C'est d'abord un conflit régional. Bon, naturellement, l'Occident, pour des raisons économiques, pour des raisons de d'exploitation de toutes sortes de ressources naturelles et autres, mais on s'est engouffré dans un conflit qui ne le regarde pas. Et là maintenant, c'est pas facile. On peut toujours dire ce qu'on veut, mais par exemple, la Turquie va continuer à venir en aide à l'État islamique. On va continuer à permettre à ceux qui sont des terroristes de pouvoir vendre leur satellite. Et la Turquie est appuyée par l'OTAN. L'OTAN qui fait et qui en quelque sorte représente les avancées de l'Occident dans cette zone du point militaire. Et la Turquie a un autre rôle, celui de garder la Russie à sa place. Donc c'est un conflit totalement complexe. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On a beaucoup d'intérêts pour l'Occident puisse croire qu'il va comme ça et proposer c'est l'effet qui va durer. Je crois que... Je voulais ajouter quelque chose, parce que je n'avais effectivement pas fini, mais comme j'avais posé la question, je voulais effectivement, comme je le disais, je dis que cette accalmie-là que nous observons, on peut la mettre au compte de Barack Obama. Ouais, la guerre en Syrie, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a atteint un peu les objectifs qui ont été souhaités. Les objectifs souhaités pour cette guerre-là aujourd'hui, on peut dire qu'elle a atteint non seulement ses objectifs, mais au moins peut-être du moins même de plus loin qu'on pouvait aussi, de plus loin que cela pouvait l'être pour l'instant. Et autant donné que la guerre n'a plus tellement sa raison d'être, cette guerre devient aujourd'hui absurde. Et elle n'a pas d'autre choix que d'observer une pause. Et moi je dis que cette suspension plutôt du conflit syrien, est sans doute, et c'est ce que je viens de le dire également, dû à l'approche d'un accord, c'est-à-dire de l'accord qui a été signé entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire. Parce que cet accord a effectivement eu un impact vraiment très important sur effectivement cette guerre-là. Et c'est voilà quelque chose que il ne faut pas ignorer aujourd'hui dans cette situation que nous observons dans cette partie. Il ne faut pas ignorer cela. Parce que l'accord effectivement a permis aux uns et aux autres d'observer un peu, c'est-à-dire une baisse des tensions dans cette zone-là et de maintenir effectivement ce conflit-là, c'est-à-dire à ce niveau-là, pour ne pas qu'on observe aujourd'hui un éclatement que les deux camps et certains plutôt craignaient à l'époque. Quand le conflit avait commencé, effectivement, on craignait un éclatement effectivement de cette zone-là, mais l'accord qui est survenu entre les États-Unis et qu'on appelle l'Iran à propos du nucléaire, a effectivement contribué largement à atténuer les ardeurs des uns et des autres, et c'est ce qui apporte aujourd'hui, effectivement, cette baisse des tensions. Moi, c'est ce que je voulais, souligner, quoi. Voilà. Bon, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Prince et de Georges et la question qui a été posée par Abdoulaye. Aujourd'hui, si on est en train d'assister à un traité de paix entre les factions rivales en Syrie, c'est surtout dû au fait à l'intervention russe sur le terrain. Lorsque la Russie ayant constaté la tergiversation de l'administration d'Obama et les positions mi-figue, mi-raisin, cette guerre par proxy que se livrait en Syrie, lorsque je parle de guerre par proxy, Israël. Et non, il y a l'Iran et les États-Unis. L'Iran qui supporte Bachar el-Assad, les États-Unis qui supportent les rebelles. Mais le soubassement est Israël. Et le soubassement Israël est un peu loin parce que Israël regarde avec un chien de faïence l'Iran
qui est en train de d'étendre cette tentacule. L'Iran contrôle Bagdad. L'Iran contrôle la capitale du Yémen. L'Iran supporte et contrôle Damas. C'est-à-dire cette politique sournoise mais agressive, comme on dit passive-agressive, de l'Iran est en train d'effrayer l'Arabie Saoudite, qui est une puissance qui a des prétentions de puissance régionale. Sans armée. L'Arabie Saoudite a une armée, mais une armée de mercenaires. L'Arabie Saoudite a les moyens d'engager des armées pour se battre à son compte. Cependant, l'intervention de la Russie en 4 ou 5 mois sur le terrain de la guerre a renversé la vapeur. Non seulement du côté de l'Iran qui soutient Hezbollah, Hezbollah, il y a une zone que Hezbollah contrôle. Les bombardements russes ont fini par avoir raison des rebelles du Free Syrian Army. Et les États-Unis ont beaucoup protesté, rouspété, que l'Iran, la Russie, ne s'attaque pas à ISIS. La Russie s'attaquait de façon ciblée au Free Syrian Army. Et ce n'est pas sans raison qu'on a vu la Turquie abattre un avion de chasse russe. Et depuis lors, c'est la guerre verbale déclarée entre la Russie et la Turquie. Et la Russie qui a déployé des missiles sol-air avec des rayons de 400 km dans cette zone. C'est-à-dire, c'est une no-flight zone non déclarée que la Russie a imposée à la Turquie. Autrement dit, aujourd'hui, il y a Alep qui est en train d'être basculé dans le camp de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad a le vent en pourpre. Avant même que Bachar el-Assad continue avec le support d'Hezbollah, de la Russie, de regagner beaucoup plus de terrain, eh bien, les négociations seront beaucoup plus difficiles. On ne pourra même pas imposer une négociation à Bachar el-Assad. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à ce prétendu traité de paix, parce que Kerry est en train... L'équilibre de la terreur. Pas même l'équilibre de la terreur, c'est vrai. Elle est en train de sauver une sortie honorable. C'était l'équilibre de la terreur. C'était avant. Mais maintenant, la balance est nettement en faveur de Bachar el-Assad avec le support inconditionnel de la Russie. Qui est en train et qui a renversé la vapeur, qui présente une toute nouvelle équation de la zone. Et ce qui a sauvé Bachar el-Assad, c'était la Libye. Parce que la même formule a été utilisée en Libye, on a vu les résultats. Aujourd'hui, la Russie comprenant que c'était une situation chaotique qu'on allait imposer à cette zone-là, chasser Bachar el-Assad et imposer les puissances étrangères. Donc ils ont su qu'il fallait sauver ce dictateur. Et pas ce dictateur. Là aussi, l'intervention russe, ce n'est pas une intervention humanitaire. Il y a des intérêts immédiats. La Russie possède une base militaire en Syrie. Et l'éviction du pouvoir de Bachar el-Assad présuppose la fin de cette base militaire. Et la Russie, c'est sa seule présence militaire réelle dans la zone. Alors, il faut voir les jeux d'intérêt. Malheureusement, le temps nous fait la guerre. Et on va vite passer à Haïti. Haïti qui est à la recherche aujourd'hui d'un nouveau président. Et la candidate, la liste pour les inscriptions pour les nouveaux candidats d'après le scénario du Parlement haïtien est fermée. Et je me demande, je dois placer un appel à Haïti pour voir si on n'a pas le nom de Prince Getchens. Voilà, si Prince Getchens ne figure pas parmi ceux qui sont en liste pour devenir président provisoire. Définitivement, j'aurai un ami tout près du pouvoir presse. Donc, Marie, je n'ai pas envoyé mon CV. Donc, il y a tellement de bonheur là-bas. Donc, je pense que j'aurais fait beaucoup de chance. Donc, naturellement, toujours, j'avais souhaité que les médias puissent envoyer son CV à lui. Et comme ça, j'aurais fait mon poste. Je n'ai pas devenu ministre, tout simplement. Donc, maintenant, c'est pour dire là, donc c'est pour blaguer. Donc, j'ai pas envoyé les médias. Et c'est raté. Donc,
le pays est confronté là à des problèmes. Nous sommes entrés dans une crise terrible et pour résoudre cette crise, et on est parlementaires qui n'ont même pas tous été élus, et qui pour la plupart ont pris d'assaut le Parlement, si je le dis comme ça, ou on fait des guillemets quand même, pour faire trop fort. Donc, mais ils sont en train de prendre des décisions qui vont engager tout le pays, qui vont engager l'avenir de toute la nation. Des décisions parfois scandaleuses et quand on voit Joseph Briver qui se porte candidat à la présidence provisoire alors qu'il est déjà le chef du Parlement, il est le président de l'Assemblée législative, donc on a un problème. Donc on a un problème parce qu'on ne peut pas être jugé par ici à la fois. Donc, le Parlement se dit on est en position de proposer des solutions à cette crise, les gens du Parlement au moins devraient s'abstenir à ne pas participer directement à tout ça. Donc, il y a des gens qui parlent de coup d'État, par exemple, de coup d'État de Lucien River et de Fomi Lavalas, parce que Fomi Lavalas fait partie de l'ancien président Jean-Baptiste Aristide, et nous savons que Joseph River fait partie de Fomi Lavalas. Donc, il a été ministre pendant un bon bout de temps sous la présidence de Jean-Baptiste Aristide avant qu'il ait été écarté du pouvoir par le deuxième État. Donc, c'est un problème sérieux parce que Joseph River est actuellement président de l'Assemblée nationale. Il est bel et bien candidat pour le poste et pendant qu'on parle là maintenant, il se pourrait déjà qu'il a été élu. Parce qu'en politique, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a que des intérêts. Bon, ça, on le savait déjà. Donc, il y a des gens de l'opposition qui se considèrent comme des alliés de ce River qui combattaient ensemble Michel Martelly. Alors, c'est pour cela que j'avais toujours mis en garde. J'avais toujours dit que le problème n'est pas la situation qu'avait créé Martelly. C'est un problème beaucoup plus profond. C'est un problème institutionnel. Peut-être que si en 1988, 89, 90, où les premiers pouvoirs avaient pris toutes les dispositions pour mettre en place les institutions comme le veut la Constitution de 87. Et parmi ces institutions-là, les départements et ensuite le Conseil électoral permanent, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation. Peut-être que Martelly et les autres qui ont été présidents avant lui n'auraient pas pu profiter de l'absence de ces institutions pour s'imposer, faire ce qu'ils veulent à ce pays. Et même aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrible. Michel Martelly a passé 5 ans au pouvoir. Il n'a pas fait d'élection du tout. Et quand il a voulu faire des élections, c'était des fausses élections, des élections toutes faites pour favoriser ses proches, ses collègues et ses façons. Donc, au détriment d'une situation économique de ce pays déjà fragilisée par d'autres problèmes. Donc, pour résoudre ce problème, le Parlement ne devrait pas se comporter comme ça. Donc, l'opposition pluridimensionnelle, comme on le dit, en guillemets, est sur le point de désintégrer. Vu qu'une bonne partie des organisations populaires continue de soutenir, en tout cas, la candidature des primaires, de ces primaires. Parce qu'une bonne partie de l'opposition, on appartient à Fomi Lavalas, le parti de Jean-Baptiste Aristide. Donc, le G8, par exemple, ou le groupe de ces 8 candidats qui étaient arrivés en tête pour les élections au-dessus de Martelly, mais exprime bien son refus de la candidature de Chevalier en parlant de chef River. Il appelle à la résistance. Le député Gary Boudou crie au scandale et dénonce le coup d'État parlementaire. Alors, il faut dire que nous avons des raisons d'avoir peur parce que dans les premiers jours, bien avant le départ de Martelly, le 4
membres du parti ont tellement théoplasté. Donc, c'est un problème. Parce que les Haïtiens, jusqu'à présent, n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent s'unir pour les Haïtiens. Nous, le blason du pays. On reprochait à Matéli, par exemple, d'avoir voulu propulser Jovenel Moïse au pouvoir. Mais aujourd'hui, comme il a malade, aujourd'hui, et Justin Briver est en train de se propulser lui-même, de se bombarder lui-même président provisoire. Donc c'est terrible. Le pays est réduit à un moulin, le pays est réduit à une situation de gare où la voiture ou le camion qui a embrouillé, qui a comme on dit en Haïti, peut s'approprier la meilleure place. Donc, parler de coup d'État aussi, et en deuxième hiver, c'est en quelque sorte, à mon avis, et signifier, on dit ouvertement que Prévert cherche à renforcer la formule divisée pour régner, au vu de tous. Parce que n'oubliez pas, Prévert faisait partie de cette opposition qui demandait la tête de Matéli. Bon, et Prince, bon, je pense que l'heure nous fait la guerre considérablement. Je ne sais pas si Georges a quelques mots à placer là-dessus. Non, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais nous suivons, enfin moi personnellement, je suis de très près cette situation vraiment que je trouve assez regrettable au niveau de, comme on appelle, l'Haïti. Je l'ai dit la dernière fois lors de notre dernière, comme on appelle, édition d'interférence le vendredi dernier. J'ai toujours dit que quelque part, Haïti a un rôle majeur à jouer dans le Conseil des Nations, surtout en ce qui concerne la race noire. La race noire, pourquoi? Parce que la position de l'Haïti, que ce soit même au plan géographique, comme économique et politique, est une position vraiment très délicate. Elle est en pointe des choses, comme on appelle, qu'est-ce que je peux dire, s'il y a un changement ou un bouleversement de mentalité ou de la façon de concevoir les choses, que ce soit politique ou économique ou sociale, Haïti se trouve en pointe de cette situation, au point où elle émerge au niveau de toute la classe, je peux dire que j'appelle, moi personnellement, la classe du tiers-monde, elle émerge. Tout acte que Haïti pose quelque part, sans peut-être, moi je dis que effectivement toutes ces personnes qui sont des personnes influentes au niveau de la politique, de la vie sociale, économique de Haïti, sont conscientes effectivement de ces choses. Tout acte posé quelque part a une répercussion sur l'évolution ou même le changement des données quelque part au niveau du tiers-monde. Aujourd'hui, Haïti, depuis le 7 février, devait en fait, si les jeux politiques ont été respectés comme ils se devaient, et selon la Constitution américaine et la Constitution plutôt, excusez-moi, haïtienne, si elle avait été appliquée dans sa normalité, aujourd'hui, on devait avoir effectivement quelqu'un qui devait assumer la relève de Matéli. Mais c'est dommage, on n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, le pays reste un peu, je peux dire, vacant. Quand j'ai vu le thème aujourd'hui de Jean, il dit Haïti a réussi à ce genre de président, ce qui ne devait pas véritablement s'opposer. Mais ce qui se passe en Haïti n'est pas différent de ce qui se passe un peu partout. Voilà pourquoi je fais cette liaison-là entre Haïti et pratiquement les pays du tiers-monde. Et quand je dis que Haïti est le pays qui est devenu aujourd'hui un peu la locomotive quant à, par exemple, au changement des mentalités et des comportements, la façon de voir les choses et la gestion des choses de l'État. Haïti est devenu la locomotive, effectivement, de ce pays du tiers-monde-là. Pourquoi? Parce que sa position, comme je le dis toujours, géographique, en appointe avec les États-Unis d'Amérique, qui constituent aujourd'hui une puissance que personne ne peut en discuter dans le monde. Et vu maintenant Haïti qui est rentré dans, comme on appelle, l'Union africaine, c'est-à-dire qui reconnaît un peu une certaine appartenance ou une affiliation à une originalité qui lui était peut-être, je peux dire même quelque part, déniée, pour ne pas dire reniée ou décriée dans le passé, depuis
absolument que cette situation que nous voyons aujourd'hui là trouve une solution le plus rapidement possible pour ne pas que cela serve d'exemple à d'autres pays. J'ai toujours, avec vraiment, je peux dire, enthousiasme et avec grande joie, vu la passion, je peux peut-être pas dire passion, mais c'est-à-dire la manière dont Jean s'engage effectivement sur les choses de l'Haïti, et j'ai ici vraiment cette énergie-là pour être communiquée vraiment à beaucoup de personnes, je peux dire à bien d'autres personnes, la diaspora noire. Je suis sûr que ce mouvement-là allait peut-être avoir une influence quelque part un jour pour pouvoir apporter un déclic quelque part s'il devait avoir un changement qui doit s'opérer. Bon, en fait, je ne peux pas aller trop, je peux dire, en détail. Je ne peux pas trop détailler mes impressions sur l'Haïti, mais j'observe vraiment de très près la situation parce que je suis convaincu, et je le dis, que c'est une situation. Si la manière dont elle se règle devient, comment on appelle, et si la façon dont elle va se régler plutôt, si c'est une situation qui devient quelque chose d'éclatante, c'est-à-dire de positif, elle aura effectivement des retombées sur, comme on appelle, les écarts du tiers-monde. C'est très important. C'est très important parce que tout le monde regarde et observe pour voir comment cette situation politique là-bas a été gérée par le peuple haïtien. Le peuple haïtien qui, depuis des décennies, a été martelé par justement ces personnes qui sont succédées à la tête de l'État et qui n'ont jamais manifesté un intérêt quelconque pour leur propre société, mais qui ont plutôt géré le pays à leur propre dessein, c'est-à-dire à leur faire personnel, ce qui est vraiment regrettable. Et j'espère que cette fois-ci, celui qui va prendre les arènes du pouvoir en Haïti, quelque part, va voir qu'il vient à la tête de ce pays pour être c'est-à-dire, comme on appelle, un employé public, comme on le dit toujours, c'est-à-dire quelqu'un qui vient servir le peuple et non quelqu'un qui vient effectivement se servir encore. Parce que les antécédents, il y en a tellement. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Et je vois que nous sommes très avancés au niveau de l'émission, mais voilà ce que je peux dire. Et vraiment, ma prière, c'est ça. Et qu'il y ait un dénouement heureux. Pour ne pas, parce que vous savez, en matière de loi, l'exception. Georges, tu es devenu sécouturé aujourd'hui. La conclusion de Georges est beaucoup plus longue que son développement. Georges, l'heure nous fait la guerre. Je disais que l'exception, quelquefois, peut constituer la règle. Et aujourd'hui, Haïti peut faire la règle quand il s'agit des choses, c'est-à-dire, comme on appelle, la manière de gérer un peu nos pays aujourd'hui, qui, quelquefois, sont respectables pour nous autres. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure là. Voilà. Bon, Abdoulaye, j'espère que vous n'allez pas nous donner la conclusion de Georges, qui n'avait rien à dire pourtant. Il a épilogué. Non, mais c'est le noir, le panafricaniste qui parlait, et j'ai senti la passion et je la partage. Donc, je voudrais simplement dire merci à Prince, parce que lorsqu'on touche Haïti, on sent aussi l'expertise de l'homme qui parle. Mais je ne saurais terminer sans pour autant dire un bon coucou, envoyer un bon coucou à un nouvel auditeur, certainement qui nous écoute, Monsieur Sonwal Gouin. Je ne sais pas si Monsieur Gouin m'écoute ce soir. Je lui avais donné l'heure de l'émission et certainement il écoute. Donc c'est de bonne guerre qu'on ait terminé par Haïti. Donc bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je profite pour remercier tout le monde. L'équipe est presque dans son intégralité. Il nous manque que le professeur Koulibaly et Irissa ce soir. Mais au nom de toute l'équipe, Prince Getchens, Georges Kakou, l'idéologue de l'APR et l'idéologue du PDCI, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, je suis Jean-Béliard Lustien. Comme nous terminons la grande messe politique en disant, comme d'habitude, Itemi Saes, la messe est dite. Bonsoir tout le monde et à la prochaine. Bonsoir Prince, bonsoir Georges, bonsoir Abdoulaye. Bonsoir.
bade juguyati na dakansa ibida kambolo bade juguyati na dakansa bala ibida kambolo daga tigi mansa maramu taje o manja durusila bala kelempele nya wala bala ko bala yenna dia sumu sigira to mamina la fiabu beidi ana jali wele bala ko kala nya dadi silela kona kara kunu mure mamare kelena dara nya ga di arana